De retour en direct dans la grande tribune des régions avec nos invités. Nous avons le président de Région de France, le président délégué Renaud Muselier, président de la région Sud, le président de la SNCF Jean-Pierre Ferrandou, bonjour, Alain Di Crescenzo, le président de CCI France et enfin Marie-Cécile Tardieu du groupe Business France qui seront là pour répondre à toutes nos questions, notamment sur les enjeux de souveraineté. Mais tout d'abord, Renaud Muselier, merci de nous accueillir ici au Congrès de Régions. C'est la 18e édition. Pourquoi avoir choisi ce sujet de la souveraineté? Crise du Covid, guerre à nos frontières, nouveau gouvernement, décentralisation, place de l'Europe, 13 régions métropolitaines. Et donc, quelle est notre place pour faire en sorte que la France puisse avoir la meilleure action politique auprès de nos concitoyens? Et nous, les régions, nous estimons que nous sommes capables d'organiser, compte tenu de nos compétences, le dernier kilomètre. Des fonds européens qu'on met en place, de la proximité à nos territoires qui sont composés de plein de bassins de vie très différents et qui font la richesse de notre pays. Et je crois que nous avons la capacité, compte tenu de nos tailles, de nos compétences, justement, d'apporter une réponse à ces questions structurelles très importantes. Et donc c'est notre contribution, voilà la raison du thème. On avait vu votre énergie pendant la crise de la Covid, justement, face aux manquements et aux lacunes, justement, de notre modèle industriel, notamment, je pense, sur la question des masques, des médicaments. On ne va pas revenir sur tous ces sujets-là, mais qui sont des sujets de souveraineté sanitaire. Est-ce que vous avez constaté, vous, dans la région Sud, un début de mouvement de relocalisation? Je sais que vous vous appliquez avec les équipes à refaire venir, justement, de la production industrielle, qui est aussi un facteur d'aménagement, d'équilibre du territoire de la région Sud. Est-ce que vous voyez des premiers effets? On ne peut pas aller aussi vite et sauter la première partie de votre remarque ou question. Si nous avons été hyperactifs à ce moment-là, en s'appuyant sur les territoires, c'est que globalement, le monde entier ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et les Français comme les autres. Mais la structure politique française fait en sorte que nous avons été canalisés dans des silos. Et nous, les régions, nous sommes sortis des silos. On n'était pas d'accord avec le ministère de la Santé, on n'était pas d'accord avec le ministère de la Défense, on n'arrivait pas à s'entendre avec le ministère de l'Intérieur. Et nous avons pris une forme d'autonomie, soutenue par l'Europe d'ailleurs, pour faire en sorte d'apporter notre solution ou nos solutions qui ont montré que nous n'avons pas été inefficaces, qu'on n'a tué personne et qu'au contraire on a été plutôt efficaces. Donc ça pousse pour la décentralisation et sur la capacité de faire confiance à d'autres acteurs que forcément le pouvoir central. Et cette culture du silo, je la combats en tout cas bien sûr en tant que président de région et en tant que Marseillais, mais je crois qu'il y a la capitale et il y a le reste de la France et tout ne se passe pas par la capitale. Ça c'est une première chose. Et après donc bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il faut dire est-ce qu'on remet un certain nombre d'outils à la disposition de nos concitoyens, les locaux comme les nationaux, sur la base de nos territoires. Alors est-ce que le port de Marseille-Fos, avec son volet industriel, avec son gaz, son pétrole, ses nouvelles énergies, ses éoliennes en mer, apporte à la souveraineté? Oui, on a avancé dessus. Est-ce qu'on a pu traiter les problèmes des masques? Non, parce que le système des masques ne fonctionne pas actuellement. Est-ce que nos entreprises, avec le travail que nous faisons ensemble à l'international ou l'implantation, fonctionnent? Et est-ce que nous avons des implantations? Oui, on a plus de 60 boîtes qui le font. Ce qui veut dire que, pan par pan, il faut faire des diagnostics le plus objectifs possible, sans fanfaronner, avec un diagnostic qui est sévère, plutôt d'ailleurs, pour arriver à construire quelque chose de solide. Et je pense qu'on le fait tous les uns et les autres, et dans la région, on s'y applique tout particulièrement. Alors justement, Renaud Muselier, vous travaillez aussi bien avec la SNCF qu'avec CCI France, que Business France. Justement, dans ce collectif, il y a un sujet pour vous qui est très sensible, c'est le sujet justement de préparer les métiers d'avenir, car il n'y aura pas de souveraineté si on n'est pas en capacité de préparer les métiers de demain. Est-ce qu'à votre avis, justement, dans cette volonté d'être toujours dans un choc de décentralisation, vous avez aussi, vous, coécrit cette tribune dans le JDD de dimanche. On parlera dans quelques instants de nos territoires d'abord, ça c'est autre chose, mais sur cette volonté encore d'aller plus loin, est-ce que vous pensez que sur la question des métiers d'avenir, on peut aller encore plus loin avec l'éducation nationale, avec l'État? D'abord, les trois interlocuteurs qui sont ici, on travaille la main dans la main. Ce n'est pas les mêmes problèmes, hein. Mais avec M. Farandou, on a traité beaucoup de difficultés, on s'est mis autour de la table. Nous sommes des garçons bien élevés, pour autant on se dit les choses en face, et on essaye de trouver des solutions. Et on les a apportées pour beaucoup de sujets très importants. Et donc, merci à M. Farandou. Et je crois qu'on avait le plus mauvais réseau ferré français avec des services, et aujourd'hui ça marche. Donc c'est bon. Sur le boulot, c'est-à-dire des emplois d'avenir.
Moi, je suis dans une logique qui est bâtie autour de 2 axes quand même, hein. Tous ceux qui, dans ma génération, disent et affirment que ceux qui sont aujourd'hui sur le marché du travail ne veulent pas travailler, ils se trompent. Ils veulent travailler différemment. Je suis médecin, quand j'étais étudiant en médecine, je faisais 24 heures, 48 heures, 72 heures de garde, je travaillais le lundi. Aujourd'hui, j'ai de très bons médecins avec qui je travaille, mais qui me disent, moi je ne fais pas de garde ni d'astreinte, hein. Pourtant, ils sont très bons. C'est-à-dire le métier a changé, l'évolution par rapport au travail a changé, l'évolution par rapport à l'argent a changé. Donc, il faut mettre en place, avec nos filières d'avenir, les chambres de commerce. Et nous avons ouvert dans les Alpes-Maritimes, à hauteur de 28 millions d'euros quand même, la semaine dernière, par les chambres, sur les propositions des professionnels, une organisation technique, structurelle, financière, qui permet justement de travailler dans la matière. Et là, c'est du concret, au plus proche du terrain. On l'a fait à Nice la semaine dernière. Avec vous, je travaille avec les interlocuteurs qui travaillent. Et donc, nous avons des dossiers sur lesquels nous avançons. Ils ont leur savoir-faire national. Je m'appuie sur leurs compétences nationales. Je les démultiplie au niveau local. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je ne sais pas le faire. Puis il y a des choses que je sais faire mieux que d'autres. Et donc là, je m'applique pour pouvoir les avancer. Et donc, ces métiers-là, dans ma région, les professionnels, puisque je demande la décentralisation au niveau national, je me l'applique au niveau local. Et j'essaye d'apporter des solutions dans les métiers en devenir. Nous, on a bien sûr, par exemple, le tourisme. On est la première région de France après Paris en termes de tourisme. On a fait une saison exceptionnelle. Mais exceptionnelle. Du plus petit camping, maison d'hôtes ou gîte, jusqu'aux 5 hôtels, tout était plein. Tous les bars, tous les cafés, tous les restaurants étaient pleins. On cherchait des saisonniers. Qui c'est qui trouvait les saisonniers? Ceux qui donnaient des conditions de travail qui étaient évoluées. Et donc on retrouve les moyens dans des secteurs professionnels non formés, peu qualifiés, à haute valeur ajoutée, des filières que nous mettons en place, et nous les mettons en place avec les professionnels. Renaud Muselier, n'avez-vous pas peur, justement, on va parler beaucoup de souveraineté, que par moment on oublie la question de l'Europe? Et cette question de l'Europe, elle vous est chère. On vous a connu au ministère des Affaires étrangères, on vous a connu député européen. Je crois que la région Sud se porte très bien, justement, sur cette coopération avec l'Europe, notamment pour aller chercher des fonds pour accompagner les projets. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce virage de souveraineté, par moment, on en oublie un petit peu l'échelle européenne qui s'abîme au fil des années? Mais si on ne travaille pas avec l'Europe, on se prive de 20 à 40% des moyens financiers sur les projets stratégiques. Mais projets stratégiques, quand on traite pour 100 000 TPE, PME, c'est stratégique pour eux, c'est des petites boîtes, c'est pas des montants financiers très importants, mais ça leur permet de passer le cap. Quand on valide avec le gouvernement, comme l'a dit M. Bonne, la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, plus grand chantier ferroviaire du XXIe siècle, et que l'Europe nous accompagne à hauteur de 40%, si on n'a pas l'Europe, on ne peut pas le faire. C'est aussi simple que ça. Et donc la logique quand même, c'est de se dire que l'Europe, elle sert si on sait s'en servir. Moi je suis Marseillais, je suis un homme du Sud, j'ai l'accent, j'ai été ministre, j'aime fondamentalement mon pays, je suis sur un continent de paix, l'Europe. Si on peut structurer ensemble tout ça, on doit le faire. Et on ne peut le faire qu'avec l'Europe. Ils ont leur logique, ils ont leur stratégie. Il faut savoir parler l'européen pour monter les dossiers pour qu'ils soient éligibles. Et quand ils sont éligibles, eh bien, nous obtenons des résultats. Et quelques chiffres. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand nous sommes arrivés, on récupérait, en quelque sorte, entre guillemets, récupéré 300 millions d'euros pour la région. À la fin du mandat précédent, nous avons touché, en quelque sorte, pour le montage de dossiers, 5 milliards. Et sur l'organisation structurelle que je suis en train de mettre en place pour la mandature qui arrive, c'est 10 milliards. 10 milliards, ça va directement auprès de nos concitoyens, sur des projets d'aménagement, que ça soit scientifique, que ça soit universitaire, que ça soit de recherche, que ça soit environnemental, bien entendu. Et donc l'Europe est indispensable, oui. Renaud Muselier, restez avec nous parce qu'on a envie de parler tout à l'heure de nos territoires d'abord. Restez avec nous. Jean-Pierre Farandou, très heureux de vous accueillir. Bien entendu, le président de la SNCF ne rate jamais un congrès de région. Ce sont vos partenaires. Est-ce que vous êtes un président heureux, puisque la question du rail, je crois, n'a jamais été autant dans l'actualité ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures, avec notamment la tribune de Carole Delga, on l'a écouté sur la révolution du rail. Tout à l'heure, c'était Clément Beaune ici sur ce plateau. Est-ce que vous êtes un président heureux que finalement tous les regards se portent sur vous? Oui, c'est pas tellement sur moi que ça se porte, c'est sur le rail. Et c'est un plaisir d'être avec Renaud Muselier qui s'est beaucoup investi sur le ferroviaire dans sa région, avec la logique de pragmatisme qu'il indiquait, au fond, au service de l'usager, au service des habitants de sa région ou des gens qui viennent la visiter. C'est vrai que c'est un peu magique le moment qu'on vit, et tant mieux. Il y a une espèce d'unanimité très forte, reprise par tous les présidents de région, dont la présidente, dont le vice-président, et il y a une envie de train. Il y a une envie de train parce qu'on voit bien que l'opinion publique
a compris que le train, c'était le mode de transport le plus écologique, c'était le mode de transport le plus sobre aussi. On voit que le sujet de la sobriété s'invite aussi dans le débat. Et ce consensus-là, qui s'appuie aussi sur l'action conduite depuis des années par les régions. Les régions ont sauvé le train régional en France, je crois qu'il faut le dire très clairement. Si la régionalisation n'était pas intervenue, je pense qu'on ne serait plus du tout en train de parler de trains régionaux parce qu'il n'y en aurait plus. Donc il faut d'abord saluer l'action des régions qui ont donné une perspective et un avenir au train régional. Et deuxièmement, ce moment particulier où il y a une espèce de prise de conscience qui ne peut qu'encourager les acteurs à aller plus loin, plus fort, que effectivement face aux défis climatiques, face aux défis territoriaux, face aux défis du pouvoir d'achat, et face aux défis de l'aménagement du territoire, le train est vraiment une solution pour tous nos territoires. En même temps, Jean-Pierre Farandou, avant même toutes ces déclarations, moi je me rappelle très bien en début d'année, vous aviez fait justement une tribune, Fer contre carbone, vous appeliez au doublement du rail en France. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on a interrogé Clément Beaune, à quel rythme cela va pouvoir se faire, dans des contraintes certainement budgétaires pas évidentes également pour Bercy, pour le gouvernement. Voilà, qu'est-ce que vous attendez justement pour qu'on puisse avoir à la fois un plan qui soutient véritablement cette transition écologique et de décarbonation, mais avec quand même des contraintes économiques qui sont connues, qui sont sur la table? Le rythme, on le connaît en fait, c'est le zéro émission net 2050, est-ce qu'on veut le faire ou pas? C'est le Fit for 55 européen qui prend des engagements de 2030 avec des rendez-vous encore plus rapides. C'est ça la question, on le fait pour de vrai ou pas, c'est la question, elle est assez simple. Si on dit qu'on veut le faire pour de vrai, il y a un compte à rebours qui se met en place. Inévitablement, le secteur des transports doit être traité puisque c'est malheureusement le mode qui émet le plus, alors pas le train, la route, les camions, les voitures émettent beaucoup, donc il faut traiter le sujet. Traiter le sujet, d'abord, franchement, le train ne peut pas tout prendre, il faut être clair, même si on a de l'appétit, même si on pense que le ferroviaire peut jouer un rôle massif, il y aura toujours des camions, il y aura toujours des voitures, donc le verdissement de la route reste un sujet. Bon, je veux dire, c'est pas le mien, voilà, même si les modes sont complémentaires. Moi, le mien, c'est de dire, le train peut faire plus. Donc c'est le fameux x2, 2 fois plus de marchandises dans les trains, 2 fois plus de voyageurs dans les trains, qu'ils soient nationaux, régionaux, internationaux, dans une logique d'ailleurs de combinaison entre tout ça. Donc c'est le x2. Le compte à rebours, c'est investir dans le réseau, beaucoup. Le réseau actuel ne peut pas le faire. Il y a déjà des initiatives qui sont prises. La ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur est déjà une réponse qui accroîtra tous les trafics nationaux, internationaux et régionaux. Donc c'est de la réponse par l'investissement. Il faut investir beaucoup pour le réseau, le régénérer, le moderniser, le développer. Il y a 3 besoins principaux. Tous les transports quotidiens autour des grandes métropoles, Nice, Marseille par exemple. Et il faut vraiment plus de trains au quart d'heure en gros pour donner une alternative crédible à la voiture. Le fret. N'oublions pas le fret, il faut une alternative au camion. De plus en plus d'entreprises veulent du fret. Et le TGV et la grande vitesse pour une alternative à l'avion. Voilà, c'est assez simple, il faut mettre le paquet. Si on décide maintenant, dans quelques mois, une grande loi de programmation, horizon 2040, on sera prêt en 2050. Justement, Jean-Pierre Farandou, puisque vous êtes à côté du président de CCI France, qui représente toutes les entreprises de nos territoires, la question du fret, arrêtons-nous quelques instants. Peut-être quel est le poids aujourd'hui du fret au sein du groupe SNCF et quelle trajectoire vous souhaitez donner à horizon des prochaines années? Le fret, d'abord, j'ai une bonne nouvelle à donner. Il en faut quelques-unes, ça donne du baume au cœur. Depuis la première fois depuis 40 ans, nous avons repris 3 points de part de marché à la route. C'était jamais arrivé et c'est arrivé. Ça, c'est un signe. Ça veut dire, je sais pas, peut-être que j'espère que vous le confirmerez, de plus en plus d'entreprises veulent faire le choix du train pour le transport de leurs marchandises. C'est le scope 3. Elles sont de plus en plus responsables du bilan carbone, de leurs acheminements, de leurs approvisionnements. Et une réponse simple pour elles, c'est de passer davantage sur le train. Il y a de l'appétit du train aussi dans les entreprises. Et là, il y a un sujet. Il y a les ports. Marseille, bien évidemment. Ça paraît encore un peu fou, mais aujourd'hui, il y a encore des équipements à mener dans les grands ports, Marseille, Le Havre, notamment sur les containers. On serait bien embarrassé si le volume des containers augmentait parce qu'on ne saurait pas désengorger les ports. Il faut des bases arrière, il faut des ports arrière reliés en train. On voit tout à fait ce qu'il faut faire. C'est du volontarisme, c'est une réponse à apporter. La bonne nouvelle, les entreprises, les grands ports français veulent davantage de trains. Jean-Pierre Farandou, on va ensemble avec Région de France et la SNCF et la Tribune mener une grande tournée en France justement pour porter ce sujet de la transformation de la France au cœur des régions, pour faire de la pédagogie sur les sujets de souveraineté, justement dans une idée de décentralisation. J'allais dire, la SNCF, c'est peut-être l'entreprise la plus décentralisée, avec beaucoup de cheminots, avec tous ces métiers que l'on connaît. Comment on dirige justement l'entreprise la plus décentralisée pour toujours donner une réponse satisfaisante à vos usagers, mais aussi aux présidents de région qui sont exigeants, comme Renaud Muselier? Il y a 2 mots-clés, c'est l'écoute et la confiance. Voilà, ça a été dit, je crois, par Renaud Muselier. Il faut d'abord que nous écoutions nos parties prenantes, les présidents de région, bien évidemment, ou les régions de manière générale, mais l'ensemble des collectivités, les entreprises. C'est quoi les besoins ?
c'est quoi les orientations, c'est quoi les priorités, c'est quoi les caractéristiques du territoire et comment donc on peut apporter les services attendus. Et puis après, c'est la confiance. Moi, je dois faire confiance à mes directeurs de région. C'est pas moi depuis Paris, depuis mon bureau qui vais tout dicter. Je dois les choisir, bien, mais une fois que je les ai choisis, à eux de jouer. Voilà, je leur donne un cadre général, je leur donne une impulsion et je leur dis prenez vos responsabilités, sortez du cadre, soyez audacieux, sachez tisser des relations de partenariat avec tous les donneurs d'ordre autour de vous et là vous verrez que les solutions elles arriveront. Voilà, c'est assez simple. Je dois dire que pour chez nous, c'est vrai. C'est vrai, a dit Renaud Muselier. Alain Di Crescenzo, merci d'être avec nous dans la grande tribune des régions. Le sujet de la souveraineté énergétique va être au cœur des débats durant ces 2 jours. Peut-être nous dire quelles sont les initiatives que vous avez prises, parce que bien entendu, il faut que les entreprises de notre pays soient au rendez-vous. Il y a deux tempos. Il y a le court terme et après il y a plus long terme. Sur le court terme, c'est simple. C'est une obligation et une interdiction. On ne peut pas avoir de coupure d'électricité. Et on peut d'autant plus pas l'avoir qu'on est dans une période là, qui sera la période de fin d'année, où vous le savez toutes et tous, c'est une période de forte saisonnalité, qui veut dire qu'un jour en fin d'année, c'est pas équivalent à un jour sur une autre période. Donc on ne peut pas avoir des coupures d'électricité, ça viendrait anéantir toute l'année 2022 pour nos commerçants et les entreprises qui délivrent beaucoup en fin d'année, et d'autre part, tous les efforts qu'on a fait pendant la période Covid. Partant de là, on a lancé une initiative en 4 temps. Le premier temps, c'est la communication. D'accord ? Vous savez qu'au pays des Lumières, on sait aussi les éteindre. D'accord ? Deuxièmement, sensibilisation à ce qui pourrait arriver. Deuxième temps, c'est la sensibilisation qu'on va avoir des entreprises avec des autodiagnostics qu'on va diffuser, qui seront disponibles sur nos sites internet, etc., pour pouvoir faire un diagnostic de ce qu'on peut mettre en place en termes de bonnes pratiques tout de suite, relayé bien sûr par des webinaires, etc. On lance en parallèle au niveau européen, vous avez parlé de l'Europe, un benchmarking pour savoir quelles sont les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui marche à court terme de façon à ce qu'on puisse faire ces économies d'énergie. Et je dirais qu'il y a aussi de l'accompagnement avec, je dirais, deux grandes pages. Une page qui explique que si on a un court spot à 1 000 € de l'électricité, c'est parce que c'est un marché. Ça veut dire qu'on doit éduquer nos entreprises à négocier quand on est sur un marché, et c'est ce que nous allons faire. Et un deuxième temps, c'est l'équipement, c'est des équipements, et là, il y a des aides d'État et des aides des régions pour faire en sorte qu'on soit durablement dans l'économie d'énergie ou la sobriété, parce qu'on ne retrouvera pas le prix de l'énergie à 80 € le mégawattheure. On ne va pas le retrouver aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Ça sera à minima 300 €. Alain Di Crescenzo, on va parler bien sûr durant ce congrès de compétitivité industrielle. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette hausse de l'énergie nous fasse perdre vraiment de la compétitivité par rapport à nos voisins ? Enfin, je pense notamment à l'industrie aux États-Unis que vous connaissez bien. Est-ce qu'il n'est pas là le risque ? C'est-à-dire que tous les efforts qui ont été mis par les présidents de région, par le gouvernement sur l'idée de réindustrialiser, nous mettent en difficulté l'année prochaine avec ces écarts entre les continents ? Dans tous les cas, ce qu'il faudra faire. Alors, pourquoi on est pénalisé chez nous ? Malheureusement, c'était un bien qu'on avait. C'est que l'électricité n'était pas chère. Et donc, si vous voulez, quand c'est pas cher, on a tendance à marginaliser l'économie sur quelque chose qui n'est pas cher. Aujourd'hui, ça devient très cher. Donc, sur l'économie, on n'est pas les mieux placés en termes de réflexes. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a compris. Donc, tout le monde va se lancer dans des économies d'énergie. Et vous le savez, puisque je crois que vous en avez parlé avec le ministre de l'économie, il y a 3 milliards d'euros. Lorsqu'on a fait le plan de résilience, il fallait 3 milliards d'euros pour aider les électro-intensifs. Aujourd'hui, vous savez que sur cette enveloppe, rien n'a été consommé. Et là, il va falloir aider de façon importante les entreprises qui sont hyper dépendantes donc de l'énergie. Je pense aux verreries, je pense à ceux qui pourraient fabriquer des engrais. Et là-dessus, si on ne les aide pas, elles vont mourir. Donc, vous avez raison. Il y a un temps, réindustrialisation, on est dedans, mais il faut surtout capitaliser sur ce que nous avons. Et ces entreprises industrielles, il faut les aider, parce qu'autrement, elles vont mourir. Alain Di Crescenzo, un dernier mot. Vous aussi, CCI France sera partenaire de la tournée Transformons la France au cœur des régions, avec Région de France, la Tribune, Business France, SNCF. Dans quel état d'esprit, justement, vous démarrez-vous un mandat de président de CCI France ? Dans quel état d'esprit vous voulez travailler, justement, avec les régions pour votre nouveau mandat ? Oui. Mais nous, on a une histoire déjà. Bon, j'ai une histoire avec Renaud Muselier parce qu'on a le même accent. Bon, moi, on le devine un peu moins, mais on a le même. Non, on a une histoire parce qu'on a des missions qui se rejoignent depuis des années. Après, on a la même philosophie. C'est la philosophie du terrain. On peut appeler ça décentralisation peut-être, je ne sais pas. Mais c'est de dire que le terrain, c'est là où tout commence.
l'aventure de l'entreprise commence sur le terrain. Et ce terrain, il faut faire en sorte que ce soit un véritable terreau pour les entreprises. Et il faut l'aider à ce que ce soit un terreau. Et puis après, je le dis, il y a des lois qui nous ont rapprochés. La loi de 2010 qui a créé l'échelon régional au niveau des chambres de commerce. Vous savez qu'il y a la loi NOTRe qui a donné une grande compétence de chef de file de l'économie, et Pacte qui nous a dit il faut contractualiser, il faut contracter. Et là-dessus, donc, on dit de façon extrêmement naturelle que le partenaire de réflexe, c'est le réflexe, c'est les régions. Voilà. Et donc j'aborde ce tour de France des régions avec de l'enthousiasme, avec de l'envie. Et ce que j'ai annoncé dans mon programme donc de campagne aujourd'hui qui s'exécute, c'est que les régions seront les partenaires privilégiés des chambres de commerce. Donc voilà. le coup d'envoi sera le 13 octobre en Normandie avec Hervé Morin, et on sera en région sud avec Renaud Muselier en premier trimestre 2023. Je ne voudrais pas quand même chaque fois ramener la balle, mais enfin je dois dire que c'est vrai, on travaille très très bien avec eux, dans la région sud en tout cas. Marie-Cécile Tardieu, très heureux de vous accueillir ici dans la grande tribu des régions. Vous êtes directrice générale déléguée d'Invest au sein de Business France. Souveraineté, on préparait cette émission, il ne faut pas non plus que ça se traduise par une impression de repli ou d'isolement, mais parce que bien au contraire, Business France continue à travailler auprès des entreprises étrangères pour travailler sur des implantations dans les régions. Oui, bien sûr. Vu de Business France, qui a comme mission d'accompagner les exportateurs français et d'attirer les investisseurs étrangers, la souveraineté, ce n'est pas du tout le repli. Et je dirais même que la souveraineté, elle se joue à l'international. Pourquoi ? Parce qu'attirer des investisseurs étrangers, c'est d'abord attirer de nouvelles technologies. Et là, je pense à quoi ? Je pense à Amadeus, qui est venu ouvrir un centre de R&D à Sophia Antipolis. Je pense à Envision, qui a ouvert une gigafactory dans les Hauts-de-France. Et c'est aussi, deuxièmement, bien sûr, limiter notre dépendance au risque de rupture de chaîne d'approvisionnement. Je pense notamment à Vorweg, qui est venu dans le centre Val-de-Loire pour le Thermomix. Donc on voit là-dessus qu'il y a vraiment une belle complémentarité. Alors comment faire pour pouvoir jouer de cette complémentarité ? D'abord, il faut sans aucun doute bien cibler la prospection. Il faut aller chercher les investisseurs dont on a besoin. Et avec la stratégie France 2030, on a un bon narratif et on sait exactement ce qu'on peut vouloir aujourd'hui pour la France de demain, pour avoir les nouvelles technologies, les nouvelles filières qui se construisent en France. Et bien sûr, deuxièmement, c'est aussi identifier et valoriser les atouts des territoires. Et ce n'est pas de parler de façon générale, mais c'est savoir qu'il y a l'excellence de l'intelligence artificielle dans la région sud. C'est savoir que dans l'hydrogène, on a à Belfort des bancs d'essai de tests pour les piles à combustible de haute puissance qui sont uniques en Europe. Donc voilà comment on arrive à concilier souveraineté et internationalisation. Marie-Cécile Tardieu, dans cette nouvelle fragmentation du monde, on le voit bien, le monde est très différent par rapport à celui d'il y a 5 ans. Est-ce que ça veut dire que vous accompagnez les entreprises, par exemple, de la région sud différemment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des zones qui sont devenues des zones risquées. Est-ce que, justement, ce nouveau monde qui se dessine, ce nouvel ordre mondial, nécessite aujourd'hui d'accompagner peut-être différemment sur les choix des pays sur lesquels il faut se développer ? La hausse des risques impose sans aucun doute un plus grand accompagnement des PME et des ETI. Elles ont besoin de 3 choses. Elles ont besoin d'être mieux informées. C'est pour ça que l'on a mis en place des infos marchés qui permettent d'avoir des comptes exportateurs bien ciblés pour que l'entreprise ait l'information qui la concerne. Nous avons mis ça en place avec la Team France Export qui porte à l'international les entreprises françaises. Elle a besoin bien sûr également d'avoir des moyens modernes de prospecter. Ce sont toutes les e-vitrines, 3 e-vitrines qui permettent de se valoriser à l'international sans nécessairement se déplacer. Et dans 60 pays, nous en faisons la promotion. Et c'est aussi, il faut se projeter. Ça reste bien sûr les volontaires internationaux en entreprise. Peut-être un dernier mot, Marie-Cécile Tardieu. Vous nous accompagnerez pour cette tournée avec Business France dans Transformons la France au cœur des régions. La transformation nécessite aussi de l'acceptation sociale dans les territoires. Renaud Muselier connaît très bien ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui ne sont pas toujours prêts à accueillir un certain nombre de projets, d'usines, d'implantation d'entreprises. Comment vous travaillez sur ce sujet-là ? Alors, c'est très clair qu'il y a aujourd'hui besoin de faire une bonne corrélation entre les besoins des territoires, les possibilités de faire venir un certain nombre d'investisseurs qui sont intéressés par le marché français et cette acceptation des nuisances que peuvent apporter certains projets. Donc, il y a un travail considérable de pédagogie à faire et surtout, je crois que les 3 défis qui sont les nôtres, je dirais les 3 F, c'est le foncier.
il faut qu'on s'attaque au sujet du foncier. C'est la formation. On a besoin de former les talents qui permettront de développer ces activités. Et c'est bien sûr les financements, savoir sur quoi nous pouvons mettre les financements publics pour choisir les technologies, les stratégies d'investissement de demain. Donc moi, je suis vraiment ravie de faire partie de cette tournée parce que je crois qu'il faut réussir ensemble à avoir des stratégies cohérentes, développer finalement l'attractivité de la France sur les filières qui sont les priorités des régions. Il faut aussi développer des nouveaux outils, moderniser, avoir de la cartographie de nos atouts. Et comme l'a très bien dit Alain, ça commence dans les territoires et puis ça finit dans les territoires. Donc vraiment, on est au cœur du sujet. Merci Marie-Cécile Tardieu, vous êtes directrice générale déléguée d'Invest au sein de Business France. Renaud Muselier, on ne pouvait pas se quitter quand même sans vous poser cette question. Nos territoires d'abord, c'était une déclaration que vous avez faite hier. Est-ce que c'est le début de la régionalisation des partis politiques? On voit ce phénomène en Italie, en Espagne. C'est quoi nos territoires d'abord? Pour ceux qui ne suivent pas ou qui n'ont pas suivi, parce que vous suivez ça de plus près, c'est la création d'un parti politique qui est issu quelque part d'une réflexion d'un homme politique qui a été RPR, membre fondateur de LR, de l'UMP, et qui a gagné sur un territoire particulièrement difficile, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre tous les pronostics nationaux, en additionnant les raisonnables en fait. Des socialistes à la droite, tous ceux qui sont raisonnables m'ont rejoint. Le lendemain des présidentielles fait en sorte qu'on a vu un vote qui a fait émerger trois grands pôles, qui a fait élire le président de la République, mais on voit l'extrême droite, on voit la NUPES qui est un mélange d'une addition électorale réussie, et tout le reste a été viré, quoi. Les Verts, les socialistes, le LR, les centristes. Au revoir et merci, on a dit. Hein, quand même. Bon. Et donc, moi, dans ma région, j'ai cette majorité que j'ai élargie. On est 84 sur 123. J'ai 11 composantes politiques différentes. Et je réalise que la proximité, donc le territoire, fait en sorte que quand on défend nos lavandes à l'Europe, il n'y a pas trop bien de droite ou de gauche. Hein. Quand on se promène sur le port de Marseille, le port de Nice ou le port de Toulon et qu'on met en place les escales zéro fumée pour empêcher la pollution, c'est pas un problème de politique nationale. Donc l'idée, c'est de donner la possibilité d'avoir une carte dans une famille politique nationale, quelle qu'elle soit, peu importe, garde sa sensibilité dans le cadre de sa stratégie nationale, de son militantisme, l'élu ou le militant. Mais je dis aux locaux, on a été élus sur un slogan qui était « Notre région d'abord ». Ben, je mets en place un système qui fait par bassin de vie « Nos territoires d'abord ». Et on additionne au sujet avec l'interdiction de se positionner sur le national, collectivement, individuellement oui, mais collectivement, on n'est que sur le local. Et on est déjà quand même députés, sénateurs, maires, 220 personnes et il y a 1200 adhérents. Ce qui veut dire qu'en moins d'un mois, ça répond à un besoin qui est frappé, à mon avis, en coin du bon sens, mais qui est un peu nouveau, effectivement. Donc la start-up de Renaud Muselier se développe bien déjà. Oui, enfin, c'est pas une start-up pour... c'est pas dimension nationale, moi. Moi, je veux que ma région, c'est Provence, Alpes et Côte d'Azur, c'est une des plus belles d'Europe, moi. Hein, donc, je veux l'affirmer que mes habitants qui m'ont fait confiance soient heureux. Et donc, je me donne du mal pour ça. Merci Renaud Muselier, vous êtes le président délégué de Région de France. On va accueillir juste dans quelques instants Alain Rousset et Hervé Morin sur ce plateau. Je remercie Jean-Pierre Farandou, Alain Di Crescenzo et Marie-Cécile Tardieu. Merci à vous quatre.